Le mois béni de Ramadan, c'est dans quelques jours. Une de nos équipes a fait le tour de quelques marchés pour constater les prix des produits. Reportage dans ce journal. Le budget participatif au centre d'un atelier ce matin à Bangoula et un atelier organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger. Mercredi 24 mai 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Je le disais dans le titre, le mois béni de Ramadan, c'est dans quelques jours une période de bienfaisance, mais ici au Niger, pour certains c'est l'occasion pour se faire de l'argent, notamment certains commerçants qui profitent de ce mois pour augmenter les prix des produits. Au niveau des syndicats et même des autorités, des dispositions sont en train d'être prises pour au moins maintenir les prix des produits sur le marché. Le reportage est signé Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Le Ramadan, c'est dans quelques jours et c'est l'occasion saisie par certains commerçants pour faire grimper les prix des produits de première nécessité. D'où cet appel du syndicat qui invite les commerçants à baisser les prix afin de bénéficier des bienfaits du mois béni. Un comité a été créé au niveau de la Chambre de commerce. Ce comité va s'atteler à son activité principale qui consiste à aller vers les opérateurs économiques pour leur demander de diminuer. Ils vont prendre des engagements au niveau des industries, au niveau des établissements et nous allons orienter les clients vers ces établissements, vers ces unités d'industrie. Ce qui reste à faire, c'est de demander aux opérateurs économiques, par rapport au mois béni de Ramadan, de renoncer à une partie de leur marge bénéficiaire. Sucre, huile, lait, pâtes alimentaires, bref, tous les produits surplombent déjà le marché, ce qui témoigne de l'abondance des produits. Alhamdoulilah, nous, le stock, il est là. Et on a créé aussi beaucoup de dépôts MP au niveau des quartiers environnants qui permettent aux gens qui n'ont pas besoin de venir jusqu'au centre-ville pour vous compliquer la tâche. Donc la disponibilité, elle est là, alhamdoulilah. Notre activité, elle ne se limite pas sur les mois de Ramadan, c'est une activité sur le long terme. Donc on ne peut pas faire une commande par rapport à un temps précis. Et nous sommes en train d'étudier, voir pour encore diminuer les prix. Pour juste un peu encourager aussi, contribuer aussi de notre part pour les mois bénis de Ramadan. En cassant les prix des produits, vous contribuez ainsi à alléger la souffrance de la population. Et tout celui qui aide son prochain va avoir des rétributions énormes auprès de Dieu, surtout pendant le mois béni. Les députés du groupe Zanzam Lumana étaient cet après-midi face à la presse au siège du groupe parlementaire de Lumana. L'objectif de cette sortie médiatique, c'est d'éclairer les Nigériens sur l'engagement pris par le gouvernement à travers un processus de révision de la Constitution et du Code électoral. Le motif évoqué est d'améliorer le système électoral. Un extrait de cette sortie médiatique avec le député national Issaka Issou. Il vous souviendra sans doute que ce processus de réforme a commencé avec la création par arrêté numéro 598 en date du 4 octobre 2016 du ministre d'État en charge de l'Intérieur d'un comité élargi de révision des lois électorales. En son temps, l'opinion publique avait fortement contesté cet arrêté ministériel pour avoir amalgamé les dispositions de la Constitution avec celles relevant des lois électorales, d'une part, et pour avoir exclu de la composition de ce comité les représentants des partis de l'opposition, d'autre part. Pris en flagrant délit de duperie, le pouvoir s'est résolu à placer le processus de révision du système électoral sous le parrainage du Premier ministre, par ailleurs président du Conseil national de dialogue politique, CNDP. C'est ainsi que, par arrêté numéro 187 PM,
en date du 23 novembre 2016, le Premier ministre créait un comité chargé de réfléchir sur le système électoral du Niger. L'on notera à ce sujet que derrière tout cela, il s'agissait pour le gouvernement de donner l'illusion d'une implication au processus des 3 piliers politiques composant le CNDP, à savoir la majorité, l'opposition et le non-affilié. Pure illusion, assurément, car le comité mis en place par le Premier ministre a accompli sa mission sans la participation des partis de l'opposition et des non-affiliés. En ce qui concerne tout d'abord la révision de la Constitution, le processus pêche abusivement par la légèreté et l'amateurisme avec lesquels il a été conduit. En effet, si l'on se réfère au terme de l'article 173 de la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Or, le processus de révision a été visiblement initié par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, encore lui, alors même que la révision de la Constitution est une prérogative personnelle du président de la République, un pouvoir qu'il ne partage pas avec le gouvernement et encore moins avec le CNDP. Rien, ni dans le projet de révision contesté, ni dans les actes préparatoires, ni même dans l'exposé des motifs qui l'accompagnent, ne permet d'y déceler une quelconque initiative présidentielle. En ce qui concerne la révision du Code électoral, le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale pour adoption a été soi-disant élaboré sur la base des recommandations d'un prétendu CNDP. Or, une lecture comparative de la mouture issue de ce prétendu CNDP avec la version gouvernementale telle qu'elle ressort du projet de loi prouve le contraire. En effet, le projet de loi introduit des dispositions qui affaiblissent dangereusement le rôle de la CENI et partant celui des partis politiques dont la participation, gage d'une plus grande transparence, se trouve amoindrie. À noter que même les magistrats et les avocats ont été écartés du processus car, conformément à l'article 15, le président et le vice-président de la CENI ne seront plus choisis dans ces corps. En outre, les modifications apportées créent une rupture d'égalité entre les citoyens et un traitement différentiel entre les circonscriptions ordinaires et les circonscriptions spéciales. De plus, les élections partielles n'auront plus lieu pour pourvoir au siège vacant en cas de déchéance d'un député, du moins pour les circonscriptions ordinaires. On se contenterait de puiser sur la liste du parti auquel appartient le député déchu. Référence article 148. Au regard de ce qui précède, l'opposition parlementaire que nous représentons est déterminée à jouer pleinement son rôle de contrepoids face à un régime qui vandalise les principes et les acquis démocratiques de notre peuple pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Appliquer le budget participatif pour prendre en compte les besoins des citoyens à la base et faire d'eux les responsables du développement de leur communauté, c'est sous ce thème que le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger organise depuis ce matin un atelier de 2 jours à Bangoula, c'est dans la commune de Karma. L'atelier regroupe les participants venus des régions de Difa et de Tilaberi. Le point avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Amener ses conseillers, SG et directeurs à mieux appréhender le contour du budget participatif en vue de l'appliquer dans leurs communes respectives, et c'est là pour le plus grand bonheur de leur population. C'est le motif principal de cet atelier de formation des facilitateurs en budget participatif initié par le Rotab avec l'appui de l'UNICRI. L'UNICRI qui nous a financé cette activité est une organisation indépendante des Nations Unies
créé en 1965 afin d'assister les différents pays du globe dans la prévention du crime et l'élaboration de la justice pénale. Afin d'atténuer efficacement les conflits d'une société, il convient de renforcer et de promouvoir une approche partant de la base, en mettant en œuvre des mesures pratiques, novatrices, durables, ajustées aux conditions locales et régionales. Il s'agit d'un domaine dans lequel les acteurs de la société civile peuvent jouer un rôle majeur et constituer un partenaire essentiel auprès desquels agir. Les organisateurs ont tenu à remercier les responsables des communes pour leur implication. Les résultats attendus au terme de l'atelier sont les suivants. La méthodologie de la conduite du processus à travers ces différentes phases est comprise et maîtrisée par les participants. Les outils pour les collectes des données sur le terrain sont disponibles et connus des participants. Les facilitateurs se sont engagés à finir le processus dans les délais autorisés par la loi pour l'adoption du budget participatif de la commune. En effet, les éminents experts rompus à l'élaboration du budget participatif ont été mobilisés pour partager avec vous leur savoir et leur savoir-faire en la matière. Vous aidera, j'en suis convaincu, à la sortie de cet atelier, suffisamment outillé en pédagogie et en méthodologie d'élaboration et de mise en œuvre du budget participatif. Durant 2 jours, ces 10 participants venus des communes de Goudoumaria, Karma, Maïné-Serwa, Sanam et Simiri vont être formés afin de maîtriser le processus d'élaboration et de la mise en œuvre du budget participatif. Une mission de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous est en mission de travail au Niger. Au terme de son séjour, un mémorandum d'entente a été signé ce mercredi matin entre ASSO EPT et SEBO EPT. Suivez plutôt. Cette mission de 5 jours a permis aux membres de l'association nigérienne des ONG en faveur de l'éducation pour tous ASSO EPT et ceux de la coalition béninoise des ONG en faveur de l'éducation pour tous SEBO EPT d'échanger sur les activités menées au terme de l'engagement éducation pour tous 2000-2015. La société civile, ayant accompagné la mise en œuvre de l'EPT, s'est également engagée à poursuivre son rôle combien important de mobilisation sociale et de contrôle citoyen de l'action gouvernementale aux fins d'aider les politiques à la réalisation effective de l'ODD4. À ce titre, les coalitions nationales, avec l'appui du Partenariat mondial pour l'éducation et des ONG et organisations internationales présentes dans les pays, reçoivent des ressources pour développer et mettre en œuvre des plans de plaidoyer au niveau international et national en faveur du respect des engagements en matière d'éducation. Ces ressources sont destinées, par ailleurs, à renforcer les capacités de ces organisations afin de leur permettre d'assumer convenablement leur mission. Mieux, ils ont décidé d'unir leurs forces pour mener le même combat les 15 prochaines années. Les 2 structures sont parvenues au constat suivant. Les 2 coalitions interviennent dans un contexte similaire. Les enjeux et défis éducatifs sont quasi identiques dans les 2 pays dont relèvent les 2 structures. Les opportunités de part et d'autre se ressemblent. Les thématiques de plaidoyer abordées par les 2 coalitions sont également similaires. C'est pourquoi les 2 structures conviennent d'eux. Développer un plan commun de plaidoyer sur les enjeux majeurs en termes de qualité de l'éducation, de la gestion du personnel enseignant, de lutte contre les violences basées sur le genre et de l'effectivité de l'inclusion dans l'éducation dans les 2 pays. Rechercher des ressources nécessaires à la réalisation du plan commun retenu. Maintenir les liens de collaboration à travers des rencontres d'échange et de voyages d'études entre OSC
et entre acteurs institutionnels au niveau des deux pays. Faciliter l'échange inter-institutions entre les deux réseaux pour favoriser la capitalisation et la pérennisation des bonnes pratiques et expériences développées au niveau des deux pays. Ainsi, ASSO EPT et SEBO EPT s'engagent à élargir ce cadre de collaboration avec d'autres coalitions de la sous-région, notamment celle des pays membres du Conseil de l'Entente. Deuxième édition de la rentrée culturelle des étudiants de la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey ce mercredi matin. Une édition qui intervient à un moment où les étudiants de cette faculté font face à un problème, notamment au niveau des inscriptions. N'est-ce pas, Abdourazak Hamidou et Aboubakar Sol? La culture nigérienne, quel apport de l'étudiant en lettres et sciences humaines? C'est sur ce thème que s'est tenue cette deuxième édition de la rentrée culturelle des étudiants en faculté de lettres et des sciences humaines. Une rentrée qui se tient dans un contexte particulier, notamment à cause des problèmes au niveau de l'inscription. L'inscription à la faculté des lettres et des sciences humaines constitue une préoccupation majeure à l'endroit des camarades où pour s'inscrire, il faut passer une nuit à la fac pour prétendre prendre l'inscription. Alors que dans certaines facultés, dans 30 minutes, on peut finir avec tous les processus de l'inscription. Il est vrai que la faculté des lettres et des sciences humaines n'est pas à comparer aux autres facultés du fait du nombre de camarades qu'elle regorge. Mais il faut le préciser, ce problème est purement lié au manque criard des agents à la scolarité, car à l'heure actuelle, c'est une seule dame qui assure l'inscription de plus de 10 000 étudiants. Des problèmes qui seront résolus. Je pense que nous avons fait des propositions de sortie de crise. Je veux dire effectivement qu'à la faculté de lettres et sciences humaines, nous comptons au moins 9 000 étudiants, si ce n'est pas peu. Les inscriptions ne sont pas minces pour une scolarité qui n'est composée que de 5 agents. C'est toujours difficile. C'est vrai, nous assumons. Il faut s'assumer parce que nous sommes les responsables et nous devons faire en sorte que la vitesse de croisière s'élève un peu. Mais je pense que il ne faut pas aussi attendre les dernières minutes pour vouloir s'inscrire. Les inscriptions se font normalement. La solution que nous avons trouvée, c'est de faire des recrutements d'agents. Et nous avons écrit à qui de droit qui a également recruté un agent pour aider notre agent financier à faire les inscriptions. Mais au-delà des soucis que rencontrent les étudiants, c'est une rentrée culturelle riche en couleurs, dans un décor de culture riche aussi en sketch, slam ou encore défilé de différentes tenues traditionnelles. Début ce matin au siège de la Confédération nigérienne du travail, CNT, des travaux du 6e congrès de l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement professionnel et technique. Le thème de ce 6e congrès est quelle perspective pour la formation professionnelle à l'horizon 2021. Le point avec Areta Salah et Ibrahim Abdou. Ce 6e congrès de l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques UNASEPT se tient au moment où la matérialisation et la satisfaction des revendications connaissent des difficultés au Niger, d'où le choix du thème quelle perspective pour la formation professionnelle à l'horizon 2021. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de ce 6e congrès. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de l'UNASEPT de la section de Niamey, interviendra l'allocution du secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat, intervention dans laquelle il a rappelé les conditions de création de ce syndicat avant de demander aux congressistes de mettre les 2 jours à profit pour l'avenir de la formation professionnelle. Les assises de ce 6e congrès ordinaire de notre organisation, dont le thème est « Quelle perspective pour la formation professionnelle et technique à l'horizon 2017-2021 » s'ouvre dans un contexte particulièrement difficile,
caractérisé par un climat délétère entre le gouvernement et les structures syndicales en charge de l'enseignement et de la formation. Et cela, sous l'œil complaisant et souvent complice des associations des parents d'élèves et autres structures de veille et de médiation. C'est pourquoi, camarades congressistes, j'en appelle à votre sens de créativité et de responsabilité pour une analyse sans complaisance de la situation afin de dégager des pistes de solutions. Le secrétaire général de la CNT présent à l'ouverture de ce 6e congrès a salué la tenue régulière du congrès par l'UNACEPT. La tenue régulière des instances d'un syndicat dénote de la vitalité et de la démocratie interne qui prévaut au sein de votre structure. Ces assises vous permettront de révisiter vos textes d'une part et d'autre part de vous donner une feuille de route pour atteindre les objectifs que vous êtes assignés. Ces assises vous donneront l'occasion d'adopter des résolutions et des recommandations à même de répondre aux aspirations légitimes de vos militantes et militants. Pour notre part, soyez rassurés de la constante disponibilité de la Confédération nigérienne du travail CNT à vous accompagner pour le triomphe des nobles idéaux et pour faire de la formation professionnelle un socle pour le développement économique et social de notre pays. En ouvrant les travaux, le directeur du cabinet du ministère de l'Enseignement professionnel et technique a souligné que le thème de ce congrès est très pertinent et dénote du souci de l'UNACEPT de penser à l'avenir de la formation professionnelle. Le ministre qui m'a délégué ici a beaucoup apprécié le thème parce qu'il dit voilà des jeunes consciencieux. Cette fois-ci, l'enseignement professionnel et technique devient une préoccupation et qu'il compte sur chacun de vous pour mener une réflexion afin que les problèmes qui assaillent le sous-secteur soient d'abord analysés et apporter des solutions idoines pour que la formation professionnelle, conformément au vœu du président de la République, soit le levier du développement économique de ce pays. Durant 2 jours, plusieurs points seront débattus par les congressistes qui procéderont par la suite au renouvellement des membres du bureau exécutif de l'UNACEPT. Du 23 au 24 mai, l'hôtel Ténéré de Niamey a servi de cadre pour un atelier national de validation de la théorie du changement sur le dialogue social constructif au Niger. L'atelier est organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT avec l'appui de ses partenaires. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Au terme de 2 jours d'échanges fructueux, les participants à cet atelier de validation de la théorie du changement en lien avec le dialogue social se disent édifiés, notamment sur les techniques pour réussir le dialogue entre les différentes couches sociales. Nous avons, durant les 2 jours, validé les défis nationaux et les changements souhaités en lien avec le dialogue social. Vos réflexions approfondies nous ont permis d'identifier, d'élaborer des actions et des stratégies pertinentes pouvant nous conduire à concrétiser ces changements. Pour ce faire, nous vous félicitons pour la synergie d'action et nous espérons que vous ne ménagerez aucun effort pour accompagner la mise en œuvre du plan d'action en vue de contribuer à relever les défis en lien avec le dialogue social pour un développement social et économique et pour la paix sociale au Niger. L'initiative est celle de la Confédération nigérienne de travail CNT pour qui les enseignements appris vont servir d'outils dans le cadre du dialogue social. Vous êtes aujourd'hui bien outillés pour être des véritables acteurs du dialogue social, aussi bien au niveau de vos structures respectives qu'au niveau de l'intersyndical des travailleurs du Niger. Et bien entendu, comme vous le savez, ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ce thème. Le dialogue social étant le credo de la Confédération nigérienne du travail, qui a pu avoir beaucoup d'acquis pour ses militants dans divers secteurs par le dialogue. Nous avons pu conclure par le dialogue, par exemple une convention collective dans le secteur bancaire, un accord d'entreprise au niveau du secteur de l'eau et bien d'autres statuts au niveau
de sociétés de télécommunications. Et tout ça, pas par la confrontation, mais par le dialogue. Nous sommes là, nous veillons sur les vertus du dialogue. C'est ce que nous cultivons au niveau de la CNT, au niveau de toutes les composantes de la CNT. Et au sortir de cet atelier, nous avons élaboré un plan d'action 2017-2018 que nous allons mettre en œuvre et trouver des solutions à tous les maux qui assaillent nos composantes, aussi bien avec le gouvernement qu'avec les employeurs. Cette session de formation a regroupé les responsables des différents syndicats au plan national et international. Le problème de la chefferie divise les habitants de plusieurs villages du département de Douti, notamment le canton de Tibiri. En cause, l'élimination des candidats de la lignée Sarkin Arewa qui ont d'ailleurs saisi la juridiction compétente pour mettre fin à ces différends. Ce contentieux de la chefferie de l'Arewa date de plusieurs années. Tout est parti en 1912 après l'application du lignage de Samana de Tibiri dans la gestion de l'actuel canton de Tibiri au détriment de celui de Sarkin Arewa. Après le décès du chef en 2015, le poste est actuellement vacant. 15 candidats de la lignée de Sarkin Arewa avaient postulé, parmi lesquels 2 ont été retenus qui malheureusement éliminés par la suite, ce qui n'a pas du tout plu à la lignée Sarkin Arewa. Nous sommes venus très tôt le matin au conseil. Dès qu'on descend de la voiture, nous avons rencontré déjà une foule en disant que déjà le résultat est sorti, que notre requête est rejetée. Bon. Nous, en tant que dignitaires de la chefferie du canton de Arawa, nous tenons toujours, nous sommes contre ce résultat. Nous tenons toujours à notre pied. Et ce qui revient à tous les chefs et dignitaires de la chefferie de Arawa, qu'ils tiennent compte que désormais, ils ne sont plus de la chefferie de Gouba. Nous tenons, s'ils veulent, qu'on s'unisse ou on divise. Cette lignée Sarkin Arewa a même saisi les juridictions compétentes, notamment le Conseil d'État, pour trancher. Nous condamnons celui qui a donné ce dernier résultat. Parce que les deux premiers résultats, nous étions fiers de leur sortie. C'est ça qui nous a surpris. Maintenant, de notre arrivée, on dit que déjà le résultat est sorti et notre requête est rejetée. Ce que nous tenons, nous sommes de notre côté de Arawa. Nous ne sommes plus de leur côté, du côté de Gouba. S'ils ne veulent pas qu'on s'unisse, s'ils n'acceptent pas notre candidature, comme la dernière fois, en 80, il y a eu élection avec Arawa. Il y a eu 4 candidats. Et cette fois-ci aussi, les Gouba ont 14 candidats et les Arawa 15 candidats. Cette affaire dite à Maman Fodi et 11 autres relatives au contentieux de la chefferie du canton de Tibiri risquerait de prendre une nouvelle tournure si toutefois l'élection d'un nouveau chef interviendrait dans ces conditions. Car pour ces membres de la lignée Sarkin Arewa, pas question de se laisser diriger par un non-héritier de la dite chefferie. Alors les autorités en charge de cette question, la balle est désormais dans votre camp. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.